Elle a entre autres le pouvoir de fracasser tous les os de mon corps avec son petit doigt. Ça, c'est son grand pouvoir à Serena Williams. Maintenant, c'est le temps de recevoir pour moi quelqu'un que j'aime beaucoup. De temps en temps, on reçoit des gens dont je suis fan, et je suis fan depuis longtemps, et c'est le cas de notre prochain invité. J'ai reçu ses livres en cadeau, j'ai offert ses livres en cadeau, j'ai été passionné par plusieurs de ses ouvrages, que ce soit Les fourmis, Les thanatonautes. Et là, il revient avec un autre sujet totalement fascinant. Le livre s'appelle Le sixième sommeil. Et au lieu de faire du blabla tout seul sur cet ouvrage, on a la chance de l'avoir avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, voici Bernard Werber. Salut, comment ça va? Comment ça va, Bernard? Très bien. Très bien. Le sixième sommeil, déjà, ça parle de sommeil. Oui. Vous êtes bon pour les titres, vous êtes vraiment bon. Non, c'est quoi l'histoire? L'histoire est fascinante. C'est l'histoire de quelqu'un qui apprend à dormir, mais surtout qui va apprendre à rêver et à pratiquer quelque chose qui est assez surprenant. C'est le rêve lucide, c'est-à-dire qu'on rentre à l'intérieur de son rêve et on décide du décor et de tout ce qui va se passer dans le rêve. Ironiquement, c'est le rêve de tout le monde aussi, de pouvoir dire je vais m'endormir et je vais pouvoir rêver à ce que je veux. Oui, on se transforme en metteur en scène de son propre petit cinéma. Vous savez, toutes les nuits, on reçoit 5 petits films, c'est 5 rêves. Certains parmi nous arrivent à se rappeler du dernier. Mais ces 5 petits films, en fait, c'est des cadeaux, c'est des messages. C'est ce qui nous permet après de réorganiser notre cerveau et de trouver des bonnes idées. Enfin, moi, j'utilise en tout cas mes rêves pour écrire. Et ça marche plutôt bien, parce que c'est votre 222e roman cette année, plus ou moins, que vous publiez. Et parlez-nous de là-dedans, vous avez introduit un concept qui est le rêve oniroramique. Le cinéma oniroramique, pardon. Alors, ça a l'air un peu délirant comme ça, mais je pense qu'on va y arriver un jour. Ça consiste à mettre des capteurs sur le cerveau et à transformer les signaux électriques qui émettent notre cerveau d'abord en forme, puis après en petits films. Donc à ce moment-là, il suffira de rêver et ça donnera le film en direct sans qu'on ait besoin de trouver des acteurs et sans qu'on ait besoin de trouver des décors. Donc ça sera le cinéma le moins cher qui puisse exister au monde. Ouais, et le plus bizarre aussi. Le plus bizarre, oui. Il faudra faire peut-être une censure sur ses propres rêves qu'on ne veut pas montrer. Ou... Oui, parce que moi, je viens de penser à quelques rêves que j'ai faits. Je fais ça, j'ai pas envie qu'on voit. Ça, j'ai pas envie qu'on voit. Ça, je préfère qu'on ne sache jamais. Ça, je sais pas pourquoi je portais une robe. Ça, il y a plein de questions. Il y aura écrit interdit au moins de 12 ans, interdit au moins de 14 ans. Oui. Ça sera réglé. Interdit. Je crois que ça va. On va s'arrêter là. C'est pourquoi avoir choisi le sommeil. Je sais que vous êtes toujours fasciné entre la philosophie et la science dans la plupart de vos thèmes. Pourquoi avoir choisi le sommeil cette fois-ci? Parce qu'on passe un tiers de notre vie à dormir. C'est-à-dire que si on est censé vivre 90 ans, on va passer 30 années à dormir. Et que je crois que c'est pas juste du temps perdu comme on branche son téléphone et on le recharge. C'est pas juste se recharger. C'est aussi, se reconnecter à sa propre identité, à ce qu'on a de plus profond. Donc c'est un moment où tout d'un coup, en fait, on touche à sa propre essence. Donc ça me semble intéressant de le présenter comme une sorte de nouveau continent à découvrir, de le présenter non plus comme juste un temps perdu, mais au contraire un temps gagné. Et je pense réellement que dans le futur, on apprendra aux enfants à bien dormir et on apprendra peut-être à certains artistes à bien rêver pour pouvoir produire encore des choses encore plus dingues. Le sommeil pourrait remplacer la drogue, c'est ça que vous... Ça le remplace déjà. Ouais, c'est de la drogue gratuite et qui est non addictive, mais vous savez, si vous ne dormez pas, vous allez avoir des problèmes de santé et au bout d'un moment, vous allez devenir fou. Donc on a vraiment intérêt à dormir et à rêver. Juste un petit détail, cette émission est présentée en fin de soirée. Tout le monde a compris qu'il y a de la drogue quand on dort. Restez jusqu'à la fin de l'émission quand même, s'il vous plaît. C'est pas bon pour notre... Mais c'est un challenge, c'est de faire un livre sur le sommeil qui ne fasse pas dormir complètement, en fait, qui tienne les gens un peu en haleine aussi. Et vous avez toujours, quand vous partez d'une idée, vous partez effectivement, quand vous dites un peu dans toutes les directions. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez fou? Oui. Ça vous a l'air de voir ça comme un compliment, genre oui. Ah oui, non, à l'école, je me rappelle un professeur, il m'avait dit, je te mets une mauvaise note parce que ça correspond pas à ce qu'on avait demandé, mais je dois reconnaître qu'est-ce que j'ai rigolé à ton truc. Alors maintenant, je mets tout le temps ta copie en premier. C'est celle qui me fait le plus marrer. Dans notre métier, on se rigole pas souvent. Et j'ai pris ça comme un compliment. Je me suis dit, bon, j'arrive à faire marrer mon prof de français, je vais continuer à faire des rédactions marrantes. Et j'ai fait des rédactions de plus en plus délirantes depuis l'âge de 8 ans. Je me suis dit, bon, c'est l'endroit où je peux me défouler, raconter des histoires drôles. Donc j'étais traité de fou. Comme ça, et fier de l'être. Ça vous a plutôt bien réussi. Donc il n'y a pas de raison. Je gagne ma vie avec mes dingueries, alors je suis très content pourvu que ça dure. Oui, vous gagnez votre vie, puis plutôt bien d'ailleurs. Apparemment, vous vendez à mort en Russie et en Corée du Sud. Oui.
Vous êtes un peu le Lara Fabian des auteurs. Mais il y a une grande différence dans ces deux pays, c'est que d'abord ils s'intéressent au futur et ensuite les critiques littéraires lisent les livres. Donc ça fait deux particularités qui font que j'allais dire, quand je parle du futur, en fait ça plaît vraiment au public. Mais le public américain, mes livres, il y a un de mes livres qui est sorti aux États-Unis, c'est un public qui est plus fermé sur la propre production interne. C'est pour ça que, évidemment, je rêverais d'avoir aussi le public américain, ouais. mais c'est assez difficile. Apparemment, vous êtes passé assez près au cinéma. C'est vrai que vous avez une lettre de Steven Spielberg quelque part chez vous? Comment vous savez ça? Il y a des gens dans ces émissions qui bossent et puis après ça, ils me donnent des infos. C'est pas moi qui... moi, je lis des emails. C'est pas très connu. Bah, le projet Les Fourmis devait être tourné par Spielberg. Et ah ouais. bon, il y avait eu des petits soucis parce que, bon, en gros, il prenait l'idée sans payer les droits. Oui. Donc voilà, et ça a donné Ant Z, ouais. Avec d'ailleurs mon illustrateur qui est devenu directeur artistique du film. Sérieux? Ah oui, mais après je me suis dit, bon, on va laisser tomber, je vais pas faire des procès aux Américains. Mais... Peut-être les Américains, de voir que quelqu'un faisait pas un procès, ils ont dû être super surpris, ils ont rien dû... Alors, il y a eu un vrai gag, c'est qu'en fait, c'était Jeffrey Katzenberg qui travaillait chez Disney, qui est passé pour faire DreamWorks, et après, donc, ça a lancé Mille et une pattes chez Disney, et Ant Z chez DreamWorks. Ils se sont fait un procès pour s'être piqué l'idée de faire un film sur les fourmis. Sérieux? Donc vous avez vu un procès de gens qui ont tous les deux piqué votre idée? Voilà. Bon, je me suis... Minute, on va faire un schéma. Donc, vous le faites entuber une fois. Voilà. Vous faites entuber une deuxième fois. Ouais. À ce stade-ci, ça fait encore mal ou... Non, à ce stade-ci, le problème, c'est qu'on est en Europe et que les États-Unis sont les maîtres du cinéma. Okay. Donc, voilà. Mais j'avais reçu une lettre de Spielberg disant qu'il était désolé, qu'il ne savait pas ce qui s'était passé et que, bon, voilà. Donc... Ouais. Ah, c'est pas une lettre extraordinaire. C'est pas un chèque, mais... Enfin, il savait du coup que s'était passé ça. Vous vendez donc on dit, énormément de livres et... Est-ce que la critique littéraire est snob en France? J'ai l'impression que dès que tu es populaire, moi j'écoute certaines émissions, je regarde certaines émissions, j'ai l'impression que vendre des livres, c'est... Non, il y a un problème en France sur... Je vais dire la science-fiction ou toute littérature dite de genre. Tout ce qui est polar, bande dessinée, fantastique est considéré comme une littérature plutôt pour les jeunes, donc c'est plutôt mis de côté. Je le sais parce que quand j'étais journaliste scientifique, je voyais bien que mes collègues du service littéraire ne parlaient pas de littérature en fait de science-fiction. Je voulais faire par exemple la nécrologie de Pierre Boulle qui avait fait La planète des singes et le pont de la rivière Kouai, et je me rappelle le responsable littéraire ne savait même pas qui était Pierre Boulle. Donc c'est plutôt une ignorance. C'est au Nouvel Observateur, ça? Oui, c'est au Nouvel Observateur. Donc c'est plutôt une ignorance, et ça vient d'une chose, c'est que on a une littérature qui est plutôt tournée vers le passé, et 2, vers le présent nombriliste. Et moi, ce que je fais, c'est parler, il me semble. Non, en France, le passé et le présent nombriliste, je vous trouve un peu dur, Bernard. Parce que je suis en Belgique. Oui, c'est ça. En France, qu'est-ce que vous dites en France, faites? Non, je dis rien, parce que je suis pas invité. Mais c'est parce que vous êtes invité dans les gros shows. Non, mais du coup, pour parler du futur, en effet, c'est plus simple en Belgique. D'ailleurs, je me rappelle une fois, j'étais venu en Belgique, il y a l'animateur, ça devait être au journal télévision, il me dit, ce que vous faites, en fait, c'est la science-fiction. Je dis, oh non, surtout pas. Mon éditeur m'a dit, attends, la science-fiction, genre ghetto, t'es foutu. Je dis, non, c'est la littérature normale. Il me dit, et juste avant l'émission, il fait, vous savez, ici en Belgique, on aime la science-fiction. Ah, alors Bernard Werber fait de la science-fiction? Ben oui, je fais la science-fiction. Mais j'ai été nourri par la science-fiction. Je veux dire, mes pères fondateurs c'est Isaac Asimov, c'est Frank Herbert, c'est Philippe K. Dick. Donc ces gens-là m'ont tout appris. Je peux pas dire, je fais pas partie de ce club-là. Je reconnais, je fais partie des gens qui essaient de penser au futur, qui essaient d'imaginer comment notre monde va être. Et je pense que c'est un peu nécessaire qu'il y ait des gens qui pensent le futur, ne serait-ce que pour que les choses s'améliorent. Si on fait juste que vivre dans le présent, en train de se dire, oh là, il y a un problème là, un problème, au bout d'un moment, on n'a plus qu'à se coucher et puis ne plus dormir. Mais si jamais il commence à y avoir des solutions, et c'est à nous, peut-être auteurs de science-fiction, d'en proposer, de dire, regardez, si on va passer par là, on va peut-être avoir ce problème, mais après, on devrait déboucher sur autre chose peut-être de sympathique. Je crois que tout ce qui peut arriver de bien à nos enfants doit être imaginé maintenant. Et c'est un problème d'imagination. Donc il faut à tout prix qu'il y ait une littérature de science-fiction, une littérature qui propose des futurs meilleurs pour que ces futurs puissent exister. Vous savez ce qui est génial avec les fous?
C'est qu'en général, ils sont intéressés partout. Les gens intéressés partout sont toujours intéressants. On a vu une passion dans ce que vous étiez en train de raconter. C'était assez chouette. Et je veux qu'on revienne d'ailleurs au livre. Vous rêvez qu'il soit adapté aussi au cinéma. Et qui voudriez qu'il l'adapte? Alors maintenant, j'ai fait ma croix sur le cinéma. Je vous dis vraiment parce que c'est trop compliqué, c'est trop long. En fait, la personne que je voudrais qu'il adapte, c'est moi-même. Donc j'ai commencé à tourner un premier court-métrage, tout de suite, comme ça, avec des copains, à l'arrache. J'ai dit, on se réunit tous. En une semaine, on a tourné un court-métrage. Ça s'appelle Histoire à dormir debout. Ça raconte la vie de mon héroïne. Caroline Klein qui est somnambule, donc la vie d'une somnambule. Et je me suis dit, voilà, maintenant je vais profiter de nouvelles technologies, je vais profiter qu'il y a Internet. Quand je vais plus attendre les producteurs, l'argent, pour monter le truc, et entre le moment où on lance l'idée et le moment où on tourne, il se passe 10 ans. Ce qui s'était un peu passé déjà pour mon premier film, Nos amis les terriens. Maintenant, je vais tourner directement ça avec les copains, et ça donnera ce que ça donnera. Mais au moins, c'est l'avantage de vivre notre époque, la technologie est à la portée de tous. Parlant de technologie, apparemment, vous notez vos rêves sur votre iPhone. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui. Est-ce que par hasard, vous avez votre iPhone avec vous? Alors, oui. Oh, est-ce que, s'il vous plaît, on peut regarder le dernier? Moi, je suis très bon pour analyser les rêves. Je vais vous montrer déjà de quoi ressemblent mes nuits. Je ne sais pas si c'est une caméra. Je vais le montrer ici. C'est les courbes, c'est-à-dire on descend, on descend et on remonte. Donc là, hier soir, hop, je me suis endormi tout de suite. Ça, c'est un petit rêve. Ça, c'est un deuxième petit rêve. Ça, c'est un troisième petit rêve. Et j'ai peur de poser la question, mais vous le mettez où, votre téléphone, pour qu'on puisse... En fait, il faut le mettre en mode avion et on le pose sur le lit. J'ai pas de bracelet, j'ai pas de capteur, mais ça a l'air les mouvements du lit qui sont repérés. Mais en tout cas, quand je me réveille, je m'aperçois que ça correspond au pic. Pourquoi? Non, mais j'imagine juste les mouvements de mon... Alors, Dan, t'as bien dormi hier? Ben, au début de la nuit, c'était un peu agité, je vais pas mentir. Mais maintenant, vous avez rangé le téléphone avant qu'on puisse voir c'est quoi le rêve, par contre. Le rêve? Le dernier. Si vous voulez, on fait une comparaison. Non, mais vous me direz aussi votre rêve après. Je vous dis aussi. Si on fait un échange, allez, on joue le téléphone sur table. Vous n'avez pas le même programme, là, non? Non, moi, j'utilise le... Est-ce que je me réveille la tête dans le cul? C'est très efficace. Donc, dernier rêve. Le vôtre, d'abord. Le dernier rêve. Je me suis aperçu qu'il y avait une inondation. Donc, je vois l'eau qui monte et je me dis, zut, je vais sortir de la maison parce qu'il y a une inondation. Et quand je sors, je m'aperçois qu'il y a un tsunami dans l'avenue. Je me dis, ah bah vraiment, c'est ma journée avec de l'eau. Donc, je range, je mets mon maillot. Et à ce moment-là, je rejoins une plage. Je me dis, bon, bah, tant qu'à être dans l'eau, autant se baigner directement dans l'océan. Et je traverse la plage et je vais me baigner dans l'océan. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que j'ai envie de faire pipi. Et je me suis réveillé, c'est ça, et j'avais fait pipi. Donc non, c'était pas ça, mais voilà, c'était un rêve très aquatique. Moi, j'ai un rêve bizarre aussi. Hier, vous dites si... oui. C'est quoi votre rêve, alors? Hier, j'ai rêvé que je sauvais le monde contre un méchant qui menaçait de voler toutes les voitures du monde et les mettre dans son sac magique. J'ai sauvé le monde en faisant un trou dans son sac magique. Waouh, très bien. L'important, c'est de sauver le monde. Le reste, après, est accessoire. Parfait. L'important aussi, c'est de trouver une bonne idée cadeau. Le 6e sommeil, écrit par Bernard Werber, son 257e roman. J'espère qu'il y en aura encore plein à venir. Et j'espère surtout que vous viendrez nous en parler à chaque fois qu'il y en a un nouveau. Plaisir.